Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Si vous lisez fidèlement Bière Actu, cela ne vous aura pas échappé. Dans le département de la Loire, les brasseries se fédèrent. Elles viennent de créer l'ABIL, entendez, l'association des brasseries indépendantes ligériennes, et elles organisent un premier événement en commun pour se faire connaître. Le Loire Bière Festival, c'est la semaine prochaine, les 15 et 16 février à Saint-Galmier. Voilà pour l'actualité. Le choix du sujet n'est pas tout à fait innocent et complètement évident puisque c'est une brasserie ligérienne, membre de l'ABIL, que je vous emmène découvrir dans ce nouvel épisode du Podcapsuleur. Saison 8, épisode 2, Christophe Mongenod, brasserie Les Deux Branches à Mézilly. On est encore dans le département de la Loire, mais finalement plus proche de Lyon que de Saint-Étienne. Mézilly est un village de 300 et quelques habitants, et c'est là que Christophe et Yann Mongenod ont installé leur brasserie en 2019. Père et fils, ils envisageaient un tout autre projet, mais les circonstances de la vie en ont décidé autrement. Cette histoire, c'est Christophe Mongenod qui nous la raconte. Bonjour, je suis Christophe Mongenod, bienvenue à la brasserie Les Deux Branches à Mézilly, dans le nord du département de la Loire. Christophe, merci de nous accueillir. Aujourd'hui, c'est jour de brassage. On a les odeurs qui nous taquinent les narines. Tu nous accueilles dans cette brasserie, qui est encore une jeune brasserie. Le projet démarre en 2018 avec ton fils. Oui, c'est ça, en 2018 avec Yann, notre fils, on a décidé de créer une brasserie. En fait, lui, il vient du vin, il était caviste, et il brassait en amateur avec un copain. Et puis le copain est parti faire d'autres choses, et il se disait, je suis tout seul, c'est moins drôle de brasser. Je lui ai proposé de brasser ensemble et puis de fil en aiguille, on s'est dit mais est-ce qu'on ferait pas autre chose que 20 litres dans une cuisine? Est-ce qu'on ferait pas un truc un peu sérieux? Donc voilà, la genèse c'est 2018 effectivement, 2019 l'installation et puis le premier brassin janvier 2020. La bonne époque? Ouais, premier brassin janvier 2020, commercialisation parce qu'on voulait avoir une petite gamme à proposer, donc on a attendu d'avoir 5 bières à proposer, notre gamme permanente. Commercialisation mars 2020 et pour ceux qui se rappellent, mars 2020 c'est Covid, confinement. Voilà, on a quand même travaillé avec les particuliers, les gens qui nous ont des réseaux, les copains, les anciens collègues. On a continué à démarcher les caves. Quelques bars ont goûté aussi, ils nous ont dit tiens c'est pas mal ce que vous faites, faites-nous des fûts. On a fait des fûts et puis à l'automne 2020 les bars ont fermé pour réouvrir qu'en juin 2021. Ça semble un peu loin tout ça mais oui, puis derrière on a enchaîné, guerre en Ukraine, inflation, crise énergétique, enfin tout va bien. Mais on est là. Oui, donc c'était pas vraiment le bon tempo pour créer une brasserie. Ah, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'en termes de timing on est nul. Là, on a tout faux. C'est clairement le timing, il est pas bon. Mais voilà, on lâche rien, on s'accroche, on continue de proposer des produits typés qu'on considère de qualité. On travaille avec des matières premières de qualité et on fait doucement notre place dans le monde brassicole. Oui, parce qu'aujourd'hui, la brasserie est toujours là et continue de se développer. Oui, alors continue de se développer qu'à moitié parce que la brasserie est toujours là. Ceci dit, Yann vient de quitter la brasserie parce que le projet des Deux Branches, c'était de créer une première entité à Mézilly, donc sur notre lieu d'habitation avec Myriam, ma compagne et associée, et puis ensuite de créer une deuxième entité en Savoie, puisque Yann est savoyard. Pour faire ça, il aurait fallu qu'on se développe beaucoup plus vite et beaucoup plus. Donc là le choix, et puis lui il était savoyard Yann, donc faire les allers-retours c'était compliqué, il venait travailler régulièrement à la brasserie, il faisait le télétravail autant que possible, mais là on arrive à un virage, donc Yann a pris un travail de salarié en attendant de voir ce qui se passe dans le monde de la brasserie, et puis nous on reprend avec Myriam le flambeau sur la Loire. Tu nous disais que Yann venait du monde du vin, mais toi d'où viens-tu ? Ah, alors moi j'ai quelques années de plus que mon fils. On s'est rencontrés avec Myriam en lycée agricole. J'ai passé un BTS agricole avec l'envie d'aller... On est tous les deux issus de la banlieue, hein, Myriam de la banlieue grenobloise, moi de la banlieue lyonnaise, et on avait des envies de ruralité. Il se trouve que notre fille est arrivée très tôt, donc ça c'est un peu mis court au projet. J'ai travaillé un petit peu pour la grande distribution, mais très rapidement ça ne m'a pas convenu. Je me suis reconverti dans l'informatique. Donc j'ai travaillé une vingtaine d'années dans l'informatique et puis comme d'autres, j'ai cherché à avoir un peu de sens dans mon travail quotidien et j'ai passé le concours de professeur des écoles. Donc ça c'était 2009
Donc je suis devenu instit, enfin prof des écoles, pendant une dizaine d'années. Et puis je savais que ça allait pas durer parce qu'on va pas revenir sur les problèmes qui sont liés à cette belle institution, mais c'est pas ce que j'étais venu chercher. Et est arrivé le projet de brasserie avec le fiston. Alors ce projet, comment il est né? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Alors clairement, quand on a commencé à brasser, moi j'ai retrouvé des sensations qui remontaient à bien longtemps, mais le côté grain, le côté lien avec le monde agricole, enfin il y avait vraiment de ça. Yann, lui, c'était vraiment le côté goût, arôme, travail du produit, enfin il avait envie d'aller vers la production. Euh, et on s'est rejoint là-dessus. On a commencé à se dire, mais si on faisait une brasserie, en fait, on a commencé à travailler sur les valeurs, en fait. Qu'est-ce qu'on voudrait faire passer comme message, quel produit on voudrait. Très tôt, on a su qu'on travaillerait avec du local, donc une malterie en local, qu'on travaillerait avec du matériel en local. On a fait faire notre salle de brassage et les fermenteurs par une entreprise de la banlieue lyonnaise. On travaille avec Malting Pot pour les maltes. On s'est engagé tout de suite sur la consigne. Enfin, on savait que c'était ce qu'on voulait faire. On cherchait un fil conducteur. On s'est orienté vers les arbres et la végétation. Et avant de faire les recettes, le point de départ, c'était qu'est-ce qu'on veut mettre dans chaque bouteille. Et on a fait, ce qui peut paraître surprenant, on a fait les étiquettes avant le contenu. C'est-à-dire voilà ce qu'on veut, et à nous maintenant de trouver ce qui va dedans. Si on rembobine le fil de l'histoire, à quel moment est-ce que la brasserie démarre en plein et non plus avec une production un peu aléatoire due aux fermetures du Covid? On a encore un petit delta là en termes de production. On a besoin d'aller chercher encore quelques hectolitres, mais globalement c'est 2023. On a commencé en 2020. On est en progression tranquillement. Et 2023, on arrive sur une base. On est à 300 hectolitres là, de production. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, juste stabiliser un peu en termes de clientèle, en termes d'implantation en local. Là, c'est 2023, 2024, on compte là-dessus pour finir de s'installer et puis je pense que le job sera fait. Oui, parce que tu parlais d'un approvisionnement local, régional. En termes de distribution, c'est aussi un objectif, c'est de s'ancrer dans la région. Oui, clairement, là, il y a un vrai challenge. On arrive à être positionné quand même dans 2-3 milieux associatifs, dans un restaurant ou deux. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir commercialiser en direct, proposer nos produits. Après, c'est compliqué parce qu'on n'est pas très loin de Lyon, mais la culture craft et bière est pas du tout la même. Donc il y a un vrai boulot à faire, il y a quelques verrous à faire sauter. On s'y attelle, on essaye d'être présent. En particulier, alors la presse locale joue le jeu parce qu'on a de beaux articles dans les journaux locaux. Nous, on essaye de se montrer au maximum parce qu'on n'a pas de boutique à la brasserie, on n'a pas d'enseigne, voilà, ça reste un peu confidentiel entre guillemets. Mais moi, je suis présent sur les marchés à Charlieu le samedi matin. Vraiment pour me montrer, pour dire qu'on fait de la bière, pour parler du produit, pour parler du bonhomme. Voilà, c'est vraiment l'idée de se montrer et puis faire sauter deux, trois verrous. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu nous reçois chez toi à la brasserie, mais chez toi tout court, quoi. Ah oui, c'est tout en un là. On est sur la terrasse, on peut s'installer tranquillement, mais c'est chez moi. Voilà, la brasserie, c'est la grange qui est attenante à l'habitation. Ouais, c'était une épicerie. Alors la grange a un vécu. À une époque, c'était une épicerie, et nous, quand on est arrivé, c'était une écurie. Il y avait des poneys qu'on a dû virer pour pour mettre quelques cuves. Ouais. Et alors pourquoi s'être installé ici, en rase campagne? Alors ça, c'est clair qu'avec Myriam, ma compagne, ça doit faire 30 ou 40 ans qu'on cherche à s'installer à la campagne. On n'avait jamais trouvé l'endroit qui nous convienne d'un point de vue budget, d'un point de vue environnement. Là, le projet de brasserie est arrivé et il fallait qu'on trouve, en plus d'un petit coin, un endroit qui puisse héberger des cubes. Et on s'est dit, on arrive à un âge, on veut s'installer pour notre fin de carrière, préparer la retraite, quoi. C'était l'idée. C'est dans combien de temps la retraite? Eh ben, ça recule à chaque fois là. On croit s'approcher. Non, pour donner, moi j'ai 57 ans cette année, donc voilà, on vise 64, on vise 67. Après, voilà, retraite à taux plein, retraite. On sait qu'on a pour, voilà, on va viser 64. Allez. Christophe, nous allons visiter la brasserie maintenant.
Eh ben écoute, tout est là, hein. Quand j'ai des visites, souvent je dis il y a la salle de brassage, c'est la partie chaude, la partie froide avec les fermenteurs et puis l'espace de stockage. Bon bah nous tout est là, hein. C'est un peu réduit. On a 65 mètres carrés au sol à peu près. Bon, on a quand même une mezzanine à l'étage et puis les caves pour stocker les produits finis, mais tout est là. Donc de la cuve, salle de brassage, donc j'en ai parlé tout à l'heure, fabriquée à Vaux-en-Velin dans la banlieue lyonnaise, là par une entreprise de chaudronnerie. 3 cuves, on est sur 10 hectos, on travaille en monopalier par infusion. Et puis dès l'origine, on a fait mettre 3 fermenteurs de pareil, 10 hectos, alors on fait 850 à 900 litres de produits finis, hein. Et puis on en a un 4e là qui est en cours d'installation de 20 hectos parce que notre petite bière blonde fonctionne pas mal. Et puis on a 2-3 bars avec qui ça travaille quand même bien. Donc il faut qu'on puisse suivre le rythme sur les fûts. Donc là on prévoit un double brassin pour remplir le 20 hectos. Puis l'étiqueteuse capsuleuse qu'on trimballe, qui se promène dans la brasserie régulièrement, l'embouteilleuse sur roulette qui se promène régulièrement, et puis voilà, là c'est ce qu'on a embouteillé cette semaine, donc c'est encore là, mais dès que j'ai 3 secondes, ça descend à la cave. Embouteilleuse manuelle? Ouais, embouteilleuse, alors isobar, hein, nous on travaille en isobar, donc embouteilleuse manuelle, 8 becs. C'est pas des bons moments les journées d'embouteillage, hein. Voilà, c'est pas des bons moments. Pour faire 900 litres? Ouais, alors on fait un petit peu de fût, mais ouais, comme tu l'as dit, 900 litres, de la 33, de la 75, un petit peu de fût sur nos bières permanentes, mais pas tant que ça. Ça fait des bonnes journées à 2, ouais. Tu nous parlais des matières premières, donc le malt vient de Savoie, Haute-Savoie. Oui, c'est ça. Nous, dès le début, on s'est mis en lien avec Maltin Pot, hein, ils devaient se créer à peu près en même temps que nous. C'est devenu des copains, de temps en temps ils viennent avec leur sac de malt et puis on fait un peu des dingueries ici. On a fait une Neipa, on a fait une Imperial Stout, on a fait un style Sati, un style finlandais alors ils étaient venus avec leur malt et ils sont même venus avec leur levain de boulanger. Voilà, mais c'est des chouettes moments. Donc Maltin Pot en Haute-Savoie qui travaille que des céréales de la région en bio. Les houblons, on travaille plutôt avec houblon alsacien, un houblon américain avec Yakima un petit peu. Et puis là, on se rapproche de la houblonnière qui est vers Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain, houblon du Moulin. Donc on est en train de développer une gamme malt et houblons locaux. Donc là, on a sorti une blonde. Alors on fait des choses assez simples et accessibles, hein, mais toujours dans le but d'aller tripoter chez les locaux. Une blonde, une IPA, et là aujourd'hui c'est l'ambré, qui va rejoindre la gamme, et puis une bière aux fruits pour le printemps prochain. Donc dans cette gamme, malt et houblons locaux. Ouais. Là on est vraiment malt et houblons locaux, labellisé bio. Notre gamme permanente est labellisée bio. Déjà la gamme historique, hein, on a 5 bières historiques qu'on n'a pas fait labelliser dès le début, et puis on s'est aperçu que il fallait avoir le tampon quand même AB pour aller dans les biocops, dans ce genre de choses. Donc on a fait labelliser, puis on continue. On travaille exclusivement avec Maltin Pot, donc tous les maltes sont de chez eux. Les houblons sont pas toujours bio, les fruits pas toujours, et puis quand ça l'est, on prend pas toujours la peine de faire labelliser, mais voilà, on fait régulièrement des bières éphémères, mais ça c'est pas forcément le même public. Mais dans son concept, la brasserie est bio. Oui, on n'a pas besoin de nettoyer le moulin entre les brassins bio ou conventionnels, puisqu'on travaille qu'avec le malt bio, les process sont bio. Oui, on est dans cet esprit-là. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-haut dans le grenier? Ah ouais, on a une belle charpente là-haut. Tu vois, je stocke mes fûts vides parce que je manque de place, donc je les monte, c'est pas drôle. Et puis j'ai mes fermenteurs, on en a parlé tout à l'heure, on est isobar, ils sont thermorégulés, donc j'ai un petit groupe pour chaque fermenteur. Et puis j'ai mon stock de carton, et puis j'ai mon stock d'éco-cop, et puis j'ai mon stock de ci, de là. Mais comme tu le vois, faut aimer monter à l'échelle. Et alors, en contrebas de la brasserie, on a une cave sous la maison? Ouais, alors toute la maison est sous cave. Ça faisait partie des critères qu'on a acheté. Et donc la moitié des caves, c'est perso, et l'autre moitié, c'est stockage des produits finis. Et franchement, on n'a pas de chambre froide, mais ça fait bien le boulot. Oui, parce que de toute façon, en ISO, il n'y a même pas besoin de chambre chaude pour refermenter. Et ben dans le choix du process, c'était aussi de se dire, moi j'ai pas la place pour faire une chambre de refermentation. Alors c'est le seul argument, mais effectivement on est en ISO, c'est carbonaté quand c'est dans le fût, quand c'est dans la bouteille, il n'y a plus qu'à stocker. Alors avec cet équipement et avec ton flux de commercialisation, tu brasses à quel rythme? Eh ben le rythme, il n'est pas régulier du tout.
On n'a pas de rythme particulier. Alors, si on parle business plan, l'idée c'était un brassin par semaine sur 40 semaines, histoire de se laisser un petit peu de temps. Et en fait, ça dépend des dispos, ça dépend de... Là, en ce moment, tu vois, j'étais coincé parce que j'avais pas suffisamment de fûts, donc il a fallu que je puisse vider un fermenteur pour rebrasser derrière. Donc j'ai attendu de récupérer des fûts pour vider le fermenteur. Et puis ce qu'on peut faire, ce qu'on a fait, là, on a brassé hier, on rebrasse aujourd'hui, on aime bien enchaîner les brassins de façon à récupérer l'eau du refroidissement qui retourne dans la cuve d'eau chaude. En termes d'énergie, on aime bien pouvoir gérer comme ça. Donc le rythme est on ne peut plus chaotique. Et en termes de conditionnement, quelle est la proportion de fûts, de bouteilles ? Et ben ça aussi, c'est un peu compliqué à dire. Tu vois, les fûts, on s'y est mis vraiment cette année. Avant, on travaillait avec des fûts jetables et on n'en est pas fiers. Hein. Mais c'était pour voir un peu comment ça se passait. Là, on n'a pas la place pour une laveuse, on n'a pas la trésor pour investir dans du fût inox, donc on a fait le choix d'Ecoface. Et cette année, on a fait pas mal de fûts. Là, tout cet été, on a eu vraiment de la demande. Alors, je disais en local que c'était compliqué, mais les mariages, les anniversaires, quelques manifestations comme ça où il faut pouvoir répondre à la demande. Et on a une gamme de bières qu'on ne fait que en fût. On a une blonde, une ambrée, une session IPA et une bière au cassis. On ne les propose qu'en fût, on n'a pas de bouteille. Et ça fonctionne. Et cette année, ce qui n'était pas le modèle des années précédentes, hein, mais cette année, je pense que le fût a vraiment pris le pas sur la bouteille. Après, on l'a dit, on a démarré en 2020, timing compliqué, mais on voit comment souffle le vent et puis on y va. Hein. La brasserie en général, a été lourdement impactée par les hausses de coûts des matières premières, que ce soit sur les céréales, sur le verre, sur la chimie, l'emballage, le carton. Comment est-ce que tu as fait face à cette situation complexe ? Sur les céréales, oui, un peu, mais sans plus. Et puis nous, on travaillait déjà avec une malterie artisanale bio, donc on sait déjà qu'on est plus cher que si on travaille avec du conventionnel industriel. Sur les fûts, on était en fûts jetables, et là, c'est un investissement, mais on n'est pas sur les mêmes postes budgétaires, et on s'y retrouve en utilisant les Ecoface. Sur les bouteilles, là, on a pris comme tout le monde. Depuis le début, nous, on est partenaire Rebouteille, donc Rebouteille qui gère la consigne dans la région. Et là, il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai fait rentrer 2 palettes de chez Rebouteille, donc des bouteilles qui sont réemployables, que j'ai pas payé au prix du neuf. Donc on joue là-dessus, on prend un peu sur nos marges et on essaye de tenir au tarif. Ouais. On lâche rien, on s'accroche, on sait bien que si... on est sur de la bière artisanale, bio, on sait qu'on propose des tarifs qui sont pas le prix des bières indus en grande surface. Si on veut que le consommateur se détourne pas complètement du produit, faut pas qu'on propose des prix abusifs pour lui. Nous, il faut qu'on puisse en vivre quand même. Bon, il y a un équilibre à trouver. Ouais. Qu'est-ce qu'on boit au bar du village ici à Mézilly ? Eh ben, moi, pas grand-chose. On a plein de belles brasseries là dans la région autour de nous, des copains qui font et puis on boit de la bière. Là, on boit de la bière indus, on boit de la bière belge. Alors on a vécu en Belgique nous avec Myriam, hein, donc de la bière belge on en a bu. Sauf qu'on boit plus ça. On boit plus du tout ça. Nous on aime bien ce que proposent les copains et ce que proposent les copains, on les trouve pas ici. Ça peut changer ? Eh ben, on va essayer de faire sauter 2-3 verrous déjà nous pour se présenter. Et puis je crois que ça peut changer si quelqu'un arrive à installer un bar sans les fameux contrats brasseurs qui sont en fait des contrats distributeurs. Et je crois que c'est ça qui coince quand même beaucoup. C'est une question de culture, c'est une question d'envie, c'est peut-être une question d'argent, je ne sais pas. Mais moi, je veux croire que ça peut changer. Hein. Il y a un couple qui avait repris un petit bar là, dans un petit village. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, nous, on travaille le local. Donc, il y a une brasserie, on travaille la brasserie locale. Bon, et ça a tenu 2 ans, mais parce qu'eux aussi, ils ont reçu le Covid, ils ont reçu... et alors on oublie qu'on n'est pas originaire d'ici et donc on n'a pas les réseaux, on n'a pas donc il faut faire sa place. C'était leur cas, hein. Ils venaient de Lyon, voilà, il faut faire sa place, il faut s'installer, montrer qu'on a des produits, une façon de travailler, une éthique, et puis je peux pas croire que ça le fera pas. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Christophe, que nous as-tu préparé ? Eh ben écoute, je te propose 5 bières, de l'éphémère, de la gamme historique entre guillemets, et puis la nouvelle petite IPA maltais houblon locaux pour avoir
un petit panel de ce qu'on fait. Et on commence par? Eh ben, on va commencer par l'acidité, une petite Berliner Weiss, bergamote ananas. C'est notre troisième Berliner Weiss. On avait fait une première poire groseille qui avait bien fonctionné, qui était un petit peu trop sur l'acidité, donc on a retravaillé pour gérer le pH. Et puis on a fait une citron génévrier dans l'esprit limonade. C'était vraiment l'idée d'avoir une limonade avec à moins de 4 degrés d'alcool. Et là on a poursuivi avec Berliner bergamote ananas. Donc on a l'acidité de la bergamote là qui arrive à l'attaque. Et puis on aime bien associer comme ça, on a le deuxième effet avec l'ananas qui arrive en bouche. Et ouais, on aime bien travailler comme ça les combos d'arômes. Eh ben, écoute, on a une mousse qui est bien blanche et puis une bière de couleur plutôt blonde, très, très claire. Ça fait envie, ça a l'air bien frais. Au nez, on a l'ananas, c'est pas trop présente. Enfin, je trouve, alors ça dépend des moments, ça dépend mais là, je trouve qu'on est plus sur le côté agrume de la bergamote. Mais je sais que je vais avoir l'ananas. Ça va venir après. Et voilà. C'est le second effet qui se coule. On a l'ananas qui arrive après et ça fait un mix sur cette acidité et puis le côté ananas qui va bien, oui. C'est frais, c'est désaltérant. Deuxième dégustation. Eh bien, Medjerock, le grand chêne, donc on s'appelle les deux branches et notre fil conducteur c'est la végétation et en particulier les arbres remarquables. Donc Medjerock, c'est le grand chêne dans la forêt de Sherwood qui aurait été l'arbre de Robin des Bois et de sa troupe. Donc quand on a créé cette bière, pour nous c'était vraiment pour refaire le monde, quoi. La bière, on se retrouve, on refait le monde. Et c'est notre blonde historique de notre gamme permanente. Et comme on ne voulait pas faire une pale ale toute simple, eh bien on a mis une levure saison. Donc pour avoir ce côté un peu végétal, un peu rustique. Donc une mousse on a mis du blé, mais je vois que la mousse reste pas trop. Une petite couleur dorée, voilà, assez brillante. Et on retrouve la saison, hein, on retrouve ce côté végétal, ce côté fermier, quoi, qu'on aime bien. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas goûté, et ben elle marche toujours bien. On est dans cet esprit de saison, mais très, très accessible, très facile. Ouais, on est un peu plus de 5 degrés en alcool. Nous, on fait des bières qui sont plutôt pas très fortes en alcool, histoire de montrer qu'on peut avoir des bières à 5 degrés, même un peu moins, avec une vraie aromatique, avec un vrai caractère. Alors en même temps que je dis ça, on goûtera tout à l'heure une un peu plus alcoolisée, parce qu'on sait faire aussi. Mais voilà, c'est facile, ça se boit tranquillement l'été, c'est des bières pintables, quoi, tout va bien. Troisième dégustation. Sequoia, une petite IPA, houblon petit trio, Simcoe, Citra, Chinook. Sequoia, toujours dans la végétation, dans les arbres, les grands parcs américains, et surtout cette écriture-là, c'est l'orthographe de la personne qui a mis par écrit l'alphabet Cherokee. Et voilà, c'était un petit clin d'œil pour se dire, allez, on va jusque là-bas. Et Sequoia, c'est son nom, ouais. Ouais. Bon, écoute, un petit col de mousse, une bière qui mériterait peut-être en termes de couleur d'être un peu plus ambrée. Bon, voilà, ça va le faire, hein. C'est vrai qu'elles se ressemblent bien toutes. En termes de couleur, il faudra qu'on joue un peu plus, mais là, on est en train de jouer avec l'ambrée, justement. Ouais, au nez, on a déjà le houblon qui vient gratouiller, ça sent le fruit exotique, hein. Et en bouche, pas de surprise, hein, on a bien ce à quoi on s'attendait, une amertume qui est on ne peut plus facile. Elle est marquée, mais vraiment très, très acceptable. C'est notre gamme permanente, hein, donc on sait faire des choses plus perchées, plus compliquées, mais là c'est vraiment tout public. Quatrième dégustation. L'IPA du coin. C'est ça, une petite IPA, mais malt et houblon locaux.
Donc Malting Pot pour les maltes, et puis Houblon du Moulin à côté de Bourg-en-Bresse pour les houblons. Du coup, c'est notre gamme locale. Elle s'appelle Traboul parce qu'on a quitté un peu les arbres et la végétation pour trouver des noms un peu plus, issus de la région. Donc Traboul, ça rappelle un peu ces passages entre les immeubles qu'on trouve bien sûr à Lyon, à Saint-Étienne aussi historiquement, ou à Chambéry. Et on a appelé ça Hyper du coin de façon à ce que ce soit clairement identifié. Donc houblons locaux, Chinook, Nugget et Glacier. Donc là, on a une couleur qui est un peu plus marquée. Moi, j'aime mieux. On est plus... l'autre, on était vraiment sur le côté litchi, fruits exotiques. Là, on a quelque chose qui fait plus penser fruits à noyaux et un côté résineux. Bon, clairement, on ne voulait pas non plus faire la même chose, hein, ces deux IPA. On voulait qu'elles s'identifient, mais voilà. Hyper du coin, facile. C'est cool. Allez, on passe au dessert. Petite Imperial Stout brassée avec des gruets de cacao de chez Weiss à Saint-Étienne. Et puis gousse de vanille de Papouasie, parce qu'à la brasserie, il n'y a pas d'arôme, ni naturel, ni artificiel, il n'y a pas de sucre, donc double empâtage. 8 degrés, tu vas voir, c'est gourmand. Ce sera notre 5e et dernière dégustation. Bon, une belle couleur, hein, c'est noir de chez noir. C'est la mousse Kemoka, là, une petite couleur, c'est coloré, c'est, comme on dit, un petit pétrole, quoi. Mais tu vas voir, c'est vraiment gourmand. On est vraiment sur l'idée, c'était de faire un dessert, hein, donc on est sur le cacao. Les maltes torréfiées de chez Malting Pot apportent déjà ce combo café-chocolat. Nous, on voulait vraiment qu'il y ait le côté gourmand du cacao, donc gruet de cacao à l'empâtage, double empâtage pour aller chercher les 8 degrés, hein, nous on ne met pas de sucre, et puis les gousses de vanille décortiquées et glissées dans le fermenteur, et au nez on a un bon cacao, la vanille arrive en bouche, je pense. Ouais, on a le côté café quand même des maltes qui ressortent, et puis il y a du sucre résiduel, c'est gourmand. Christophe, en guise de conclusion, quels sont les projets en termes de recettes et d'innovation ? Écoute, là on va continuer notre petite gamme malt et houblons locaux, donc après Traboul et Fraissinet, qui est notre bière blonde Fraissinet, c'est les gabarits des péniches, gabarits Fraissinet. Là, l'ambré qui est en train de se brasser aujourd'hui, qui est en train de passer dans les fermenteurs d'ailleurs, s'appellera Bistanclac, qui est l'onomatopée des métiers à tisser, comme on est dans une région où il y avait bien du métier à tisser. Et puis Pampi au printemps, là, une bière aux fruits, on n'a pas encore décidé quel fruit. Et puis dans les projets à moyen long terme, c'est faire du soft. On ne sait pas encore quoi, comment, mais on a très envie de ça, et puis de la barrique. Il va falloir qu'on y aille. Merci à Christophe Mongenot et à sa compagne Myriam pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Et bien sûr, vous pouvez soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans un mois environ pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.